Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là. C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé, pas moi. Invisible, insaisissable, qui progresse. J'ai glissé, chef. Et cela requiert notre mobilisation générale. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Nous sommes en guerre. C'est avec des conneries comme ça qu'on perd une guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bravo à Jamel pour ce jingle qui mixe la 7e compagnie et Rambo. Emmanuel Macron veut faire de la défense européenne une priorité de la présidence française de l'UE qui débutera le 1er janvier prochain. Il a d'ailleurs remis le dossier sur la table lors du sommet européen qui se tenait en Slovénie. Une défense européenne qui a d'ores et déjà du plomb dans l'aile puisque le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait anticipé dès mardi en annonçant depuis Washington que, je cite, toute tentative d'affaiblir le lien transatlantique en créant des structures alternatives, en disant qu'on peut se débrouiller tout seul, va non seulement affaiblir l'OTAN, mais cela va aussi diviser l'Europe. D'où notre premier grand débat. Défense européenne, Macron se berce-t-il d'illusions? Vous êtes 97,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Philippe Michel Klasbauer, député Modem du Var et membre de la Commission de la Défense. Bonsoir. Bonsoir. Quand on entend le jingle, on se dit que finalement, la France, c'est un peu la 7e compagnie, les Américains, c'est plutôt Rambo et qu'on boxe pas dans la même catégorie. Non, on est une compagnie d'élite, même les Américains le savent. Regarder quand ils étaient tombés dans un traquenard entre le Niger et le Mali et que leurs forces spéciales étaient coincées, c'était les forces spéciales françaises qui étaient allées les sortir de là. Donc la France sur le combat est valeureuse et les Américains sont tout à fait capables et tout à fait conscients de notre valeur capacitaire. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'on voulait dire, c'est que au départ, Stoltenberg a fait une fin de non-recevoir par anticipation à la défense européenne. Oui, mais il est un peu seul ce matin. Stoltenberg a l'habitude de prendre des positions qui sont diamétralement opposées à celles de la France. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Le développement d'une Europe de la défense n'est pas incompatible avec l'OTAN. Au contraire, et il s'agit pour les Européens de prendre en main leur défense et aussi une vision stratégique des choses. Et je conduis une délégation à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ce week-end et nous allons répéter ces choses-là, y compris à Stoltenberg lundi matin. Philippe Bilger. Monsieur le député, le passé démontre que toute tentative de défense européenne est sinon vouée à l'échec, du moins difficile à mettre en œuvre. À votre avis, pourquoi cette idée, pour tout Européen de bon sens, cette idée semble lucide et pertinente, a-t-elle tant de mal à être mise en œuvre ? D'abord une nuance, mais qui est importante sur défense européenne ou Europe de la défense, parce que créer une armée européenne, c'est une culture, et créer de toutes pièces une armée européenne, on n'y arrivera pas. D'avoir une coopération intégrée de la défense des pays européens qui unissent leurs efforts, c'est le chemin que nous voulons prendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui on avait un peu de mal, c'est parce qu'on était un peu les seuls à parler de stratégie au sein de l'Europe. Vous avez vu que depuis Kaboul et depuis l'Afghanistan, les Allemands sont revenus. Ils ont compris que lorsqu'ils étaient un peu abandonnés aussi par les Américains, il fallait avoir une stratégie et il fallait resserrer les rangs au niveau européen. C'est ce qui fait que depuis hier d'ailleurs, vous avez vu que nous ne sommes plus les seuls à parler de ce projet d'Europe de la défense. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols se joignent à nous. Et c'est pour ça qu'on peut avancer vers un succès. Cette prise de conscience et d'un progrès qui sera fait, c'est que nous ne sommes plus les seuls à porter le projet. Il y a maintenant d'autres personnes qui commencent à en parler à ceux de nos partenaires qui sont les plus récalcitrants, notamment les Baltes, parce qu'eux, ils ont peur des Russes et qu'ils savent que la réassurance américaine et la réassurance de l'OTAN est vitale pour eux. Et on les comprend, parce que nous, en France, nous n'avons pas la même perception que l'Est de l'Europe sur la menace qui peut venir de plus à l'Est, de celle des Russes. Mais c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et le fait que nous soyons plusieurs à porter la voix sera la seule clé pour un succès de cette recherche d'une coopération de défense européenne qui soit réellement à la mesure des enjeux. Didier Lebray. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres options aujourd'hui sur la table. Et Emmanuel Macron a parfaitement raison de tirer les enseignements que tout le monde a tirés, notamment de la période de Trump, où on a réalisé que notre allié était pas fiable. Alors, c'est pas parce qu'on change de titulaire que la géopolitique va bouger. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut, en complément de l'Alliance Atlantique, il faut une défense européenne.
Après, il faut s'en donner les moyens. Est-ce qu'on partage la même analyse sur la menace? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table pour arriver à ce que l'OTAN réclame depuis longtemps, au moins 2% d'efforts de défense rapporté au PIB? Vous avez les 3/4 de l'effort de défense de l'OTAN aujourd'hui, ce sont des pays qui sont non membres de l'Union européenne, à commencer par les États-Unis. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si on veut vraiment faire la preuve qu'on s'engage sur une défense européenne, il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens et peut-être qu'à terme, ça nous permettra aussi de construire une base technologique et militaire crédible, européenne. On voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments de divergence aujourd'hui. Et il faut commencer d'abord par se mettre d'accord sur qui est l'ennemi. La grande difficulté qu'ont les Européens aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas tous le même ennemi à notre porte. Pour les Baltes, comme disait le parlementaire, c'est clairement la Russie. Pour nous, ça peut être la déstabilisation de notre flanc sud. Donc il y a un gros travail encore de convergence à faire sur ne serait-ce que l'analyse de la menace. Philippe Michel-Klasbauer. Oui, je suis d'accord avec vous sur l'aspect budgétaire. Le budget de la France arrive à 40 milliards, celui de l'Allemagne dépasse 60 milliards. Les deux réunis, c'est une centaine de milliards. Comparé à celui des États-Unis qui a près de 800 milliards, on a un effort colossal. Il faudrait que tous les pays européens acceptent de multiplier leur budget. Sur la question de la menace, d'où qu'elle vienne, de l'Est, du Sud, là aussi, on a des convergences à faire germer, à arriver à faire comprendre. Le problème que nous avons jusqu'à présent, c'est qu'un peuple comme le peuple allemand n'est pas aussi féru de géopolitique que l'est le peuple français. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'ils sont dans la démarche économique et industrielle et toujours très focalisés sur ces démarches-là, la France se bat depuis un moment pour faire prendre en compte la nécessité d'avoir une vision globale et stratégique de l'Europe. Et c'est pas une mince affaire, mais aujourd'hui, les événements récents que nous avons vécus nous prouvent que nous sommes dans le vrai. Et c'est pas facile, mais nous devons arriver à convaincre nos partenaires européens que cet effort, il faut le faire. Vous parliez de Trump qui était pas forcément un bon ami ou un bon allié, mais il nous a quand même rendu un service quand il a ouvert la porte et qu'il a dit qu'il fallait que l'Europe assure sa part du fardeau. Il n'avait pas tort. Et en fait, il a entrouvert une porte dans laquelle nous sommes rentrés en disant mais oui, et il faut que l'Europe assure sa part du fardeau dans sa propre sécurité pour ne pouvoir se débrouiller toute seule et ne compter sur personne d'autre qu'elle-même. Lydia Guirousse. Oui, moi quand j'entends parler de défense européenne, souvent j'ai l'impression que c'est un vieux serpent de mer. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment on fait cette défense européenne alors que ça pose un problème de souveraineté ? Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous l'avez entendu, je vous ai parlé d'Europe de la défense. Parce que faire une défense européenne, c'est une armée européenne. Ça pose des problèmes de procédure, on a vu, et puis ça pose des problèmes d'une culture. Même en France, quand on a voulu annexer une branche cyber, on a laissé la branche cyber dans les armes existantes, parce qu'on ne crée pas une armée nouvelle, on ne crée pas une branche nouvelle comme ça du jour au lendemain. Ensuite, cette question de souveraineté est étroitement liée à celle de la France et de la position nucléaire de la France. Et les avis sont partagés là-dessus, mais je fais partie de ceux qui estiment que la France ne doit pas abandonner son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et ne doit pas revenir sur sa prérogative nucléaire. C'est ce qui fait aussi que je dis à mes camarades que nous devons rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que d'être dans le commandement intégré de l'OTAN, ça nous donne un siège à un G3 absolument exceptionnel, chef d'état-major US, chef d'état-major britannique et chef d'état-major français qui se réunissent en début de conseil militaire, systématiquement tous les trois, et seulement après les autres sont invités à venir les rejoindre. Donc cette position que nous avons et cette force que nous avons, elle doit être respectée dans son intégrité au sein de cette Europe de la défense. Mais il faut que nous fassions, comme l'a dit notre interlocuteur prédécesseur, nous devons augmenter notre budget. Didier Lebray, pardonnez-moi. Nous devons augmenter notre budget, et pas seulement nous. Nous avons fait des efforts, 1,7 milliard de plus chaque année. Nous sommes aujourd'hui en train de rétablir l'intégrité de nos armées pour temps de paix, mais il va falloir faire un effort de plus si nous voulons être à la mesure des enjeux en cas de dégradation accélérée de climat international. Philippe Bilger. Avez-vous l'impression que cette volonté présidentielle, à partir du 1er janvier, ne pourrait pas être affectée par les récents déboires diplomatiques et que la France a connus, notamment avec l'Australie, ou pensez-vous que ça n'a aucun rapport ?
Eh bien, non, je pense que même peut-être ça va nous aider parce que j'ai vu que dans les déclarations de Blinken, il parlait justement lui-même, il appuyait sur le fait que la sécurité de l'Europe pouvait se développer sans que ça porte atteinte à l'OTAN. Donc c'est même un démenti de ce que Stoltenberg a dit quelques heures plus tôt. Et c'est exactement ce que nous allons porter avec le président Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, qui est le président en titre de la délégation à la paix et OTAN et auquel je suis son adjoint. Nous avons une bilatérale en arrivant à Lisbonne ce week-end et nous sortirons un communiqué commun dans ce sens. Donc ce qui s'est passé avec AUKUS a mis absolument tout le monde de notre côté sur l'écran, si je peux dire, ou sur les dents, et qui fait que les Américains seront bien obligés de comprendre que nous n'abandonnerons pas notre idée de cette Europe de la défense. Didier Lebray. Oui, puis il y a peut-être aussi deux obstacles sur la route qui sont pas des moindres. Le premier, c'est les limites institutionnelles de l'Allemagne pour s'engager sur un théâtre extérieur. Donc ça restera toujours un point de blocage. Je ne parle même pas du blocage psychologique des Allemands à s'engager sur des théâtres d'opération lointains. Et le deuxième, c'est que notre vrai partenaire militaire, qui est le Royaume-Uni, est sorti de l'Union européenne. Les seuls à savoir faire la guerre aujourd'hui, ce sont les Britanniques et nous-mêmes. On le voit quand on monte des opérations complexes au Mali. À part la logistique, les autres pays et la formation, les autres pays sont dans l'incapacité de faire ce qu'on fait. Donc on sera toujours très seul. Donc ce qui veut dire qu'on va porter longtemps ce fardeau d'une défense européenne qui sera essentiellement française. Philippe Michel Claesbauer. Oui, à nouveau d'accord avec vous, avec nos amis et alliés britanniques, avec la petite différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ne s'engagent plus. Si les Américains ne s'engagent plus, alors que la France est capable de se projeter toute seule et d'aller de bout en bout. Problème de logique ou quelques ravitaillements mis à part. Mais la réalité, c'est que, en effet, et l'affaire AUKUS, moi, me gêne par rapport à notre relation avec les Britanniques, parce que les accords de Londres, les accords de Lancaster House, étaient quand même les meilleurs accords, les meilleurs traités qui soient, et une vraie coopération avec les Britanniques. Et c'est bien plus aisé pour nous, et une culture et une habitude de travailler avec eux sur les projections, que nous ne pouvons pas faire avec les Allemands. Et vous avez entièrement raison là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux au Parlement et à pousser l'idée que nous devons renforcer ces accords de Lancaster House. La réalité, c'est que ce qui s'est passé en effet ces dernières semaines, c'est pas aidant. Alors justement, Philippe Michel Claesbauer, quand on voit les achats d'armes des pays européens membres de l'OTAN, on peut dire qu'ils achètent américains. Donc si Jens Stoltenberg a parlé depuis Washington, il parle de chez le décideur, non? Oui. Parce que, excusez-moi, la solidarité européenne, la France achète pratiquement, je crois, 200 000 fusils d'assaut avec le Rundkorps qui est allemand. Les Allemands n'ont jamais acheté un Rafale, ils préfèrent acheter du F-18. Oui, et nous voyons qu'il y a quand même d'autres partenaires européens qui commencent à acheter du Rafale et nous sommes en train de... Oui, les Grecs, c'est les seuls pour le moment. Une montée en puissance à ce niveau-là, mais je pense que les choses vont changer. Les Allemands, vous savez, ont pris une douche froide à Kaboul eux aussi. Et le fait de devoir gérer eux-mêmes, seuls, leur retrait avec leurs 400 parachutistes déployés sur place, avec leurs intérêts économiques qu'ils avaient à défendre, ils avaient beaucoup investi sur l'Afghanistan. Le retrait brutal des Américains va peser dans les décisions à venir des Allemands. Mais franchement, l'Europe de la défense, Lydia Guirous disait que c'est un serpent de mer. L'Europe, le serait-ce que de fait d'acheter européen, ce serait quand même un symbole. Et les pays européens n'achètent pas européens, ils achètent quasi uniquement américains. Je parlais des Allemands, regardez les Néerlandais, les Belges ont acheté des F-35. C'est quand même complètement dingue de voir à quel point on fait preuve de peu de... J'aime pas le mot, de patriotisme européen, parce que en solidarité, avec l'argent qu'on donne à la Pologne, elle achète des avions de chasse américains. C'est quand même dingue. Il y a une façon aussi de contourner le problème des intérêts un peu antagonistes entre pays européens, c'est de monter des programmes communs. On a eu la 400M, oui. C'est un exemple à suivre. Il faut qu'on ait une base industrielle européenne qui profite à l'ensemble des pays. François-Michel Claesbauer, le mot de la fin. Oui, absolument. D'où l'initiative européenne de défense et cette coopération européenne de défense que le président Macron a proposé et a mis sur la table et qui sera un des axes principaux de notre mandat pendant le premier semestre 2022.
Merci beaucoup Philippe Michel Klasbauer, député Modem du Var et membre de la commission de la défense qui va aller du côté de l'OTAN les jours prochains. Verdict sur Twitter, le premier débat. Défense européenne, Macron se berce-t-il d'illusions? Vous êtes 97,7% à dire oui. Un score brejnevien. Dans quelques instants, ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Plus que jamais. Oui, on a hâte. Eh bien écoutez, c'est tout de suite.